Bonsoir tout le monde. Je me présente, Robert Cloutier, président de la section ICM à Amos. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de ce soir. On va commencer par des présences. Comme habituel, les présences sont par ordre alphabétique de prénom. Si vous avez signalé votre présence, vous êtes là-dessus. Si vous ne l'avez pas signalé, vous avez juste à le rajouter après. Si vous avez déjà participé aux conférences et que vous recevez les courriels, vous pouvez juste mettre votre nom. J'ai déjà vos coordonnées. Si vous participez pour la première fois, je vous recommande fortement, en plus d'écrire votre nom là, de rajouter une carte d'affaires en arrière. Parce qu'il y en a tout le temps qui réussissent à écrire plus mal que je suis capable de lire. Faut que je prenne ma feuille, sinon je saute tout le temps des points. Ah! Pourtant, c'est un point extrêmement important. C'est le merci aux commanditaires. Écoutez, vous avez tout le monde apprécié, je suppose, les consommations qu'on a reçues en arrivant. Bien, les commanditaires qui nous permettent de réaliser ça, ILEC Industrie, Forage Nordique, puis Sayona Québec. C'est à eux autres, là, si vous voyez les représentants, là, remerciez-les. C'est ce qui va nous permettre encore de vous offrir les cocktails en arrivant. C'est sans oublier les différents autres commanditaires qui apparaissent et qui ont été en rotation en boucle sur l'affichage en arrière. C'est la saison des demandes de commandite. Premier arrivé, premier servi, évidemment. Je vous recommande fortement là, de regarder dans les courriels que je vous ai envoyés récemment pour le document de commandite. C'est ce qui nous permet de faire les activités comme on fait là, puis qu'il n'y ait pas de frais. L'argent est là pour qu'on fasse profiter le secteur minier. Il y a d'autres projets qui s'en viennent au cours de l'année. Je vais vous les communiquer au fur et à mesure que ça va avancer. En passant à la feuille de présence, je ne l'ai pas mentionné, oui, ça me sert à prendre des présences, mais aussi, je vous envoie avec ça le PDF de la conférence de ce soir dans les jours qui viennent, probablement plus la semaine prochaine. Juste avant d'aller plus loin, je voudrais juste demander à Alain Tivierge, je ne sais pas où il est rendu, Alain, de venir prendre une minute pour vous présenter ça, le projet de Naturalia qu'il va avoir en Abitibi en 2020. Merci. Donc, je m'appelle Alain Tivierge, je suis directeur du Forum international Naturalia, qui va avoir lieu à Val-d'Or, première semaine de septembre 2020. Alors, c'est la 6e édition et c'est un projet régional. On a les villes, les MRC, les SADC, bref, toute la région est derrière et c'est la région qui organise cet événement où on attend entre 300 et 400 entreprises de partout au Canada, du Québec, mais aussi on espère entre 15 et 20 pays. Donc, le chapitre l'ICM Amos est partenaire, dont la ville d'Amos et autres partenaires régionaux. Alors, je voulais juste vous mentionner qu'on a notre financement fédéral, provincial. On attend les réponses pour le fonds régional qui devraient être positives. Et on a déjà 7 ambassadeurs régionaux corporatifs à 10 000 chaque, qui sont à peu près 50 de notre objectif privé. Donc, on est bien parti et on vous informera au fur et à mesure à travers l'ICM et nos autres partenaires du développement et de l'organisation, et évidemment, des invitations qui vont vous être aussi acheminées pour profiter et faire de bons contacts et de bonnes rencontres d'affaires à la prochaine édition. Merci beaucoup. Merci, Alain. Je voudrais juste, avant de présenter notre conférencier, vous mentionner, n'oubliez pas d'aller visiter la page Facebook ICM Amos. D'ailleurs, les conférences qui sont web diffusées, comme celle de ce soir, sont disponibles sur la page pour encore aussi longtemps que Facebook va exister ou que nos pages vont exister. Donc, vous pouvez retourner les voir à peu près n'importe quand s'il y a des points que vous voulez reviser sur la conférence. Avant de présenter notre...
N'oubliez pas d'éteindre vos cellulaires. Je viens de faire le mien. Faites-le. S'il y en a tout le temps qui sonne de temps en temps. Je vois que tout le monde l'a éteint. Il me semble que je ne vois pas beaucoup de figures baisser sur le cellulaire. La conférence de ce soir est donnée par M. Ronald Durham, qui est surintendant général des opérations à la mine Casa-Berardi d'Éclat, Québec, depuis avril 2015. M. Durham a gradué en génie minier de l'Université Laval en 1994. Il possède plus de 25 années d'expérience dans le secteur minier. Suite à ses études, il a débuté sa carrière en occupant différents postes sous terre et en ingénierie, allant de mineur ingénieur junior à surintendant sous terre et services techniques et surintendant de département d'ingénierie et aviseur ingénierie minière. Il a travaillé pour différentes entreprises, dont, entre autres, pour Cambiard à la mine Bouchard-Hébert, Ressources Breakwater à la mine Langlois, Cambiard à la mine Doyon, Horizon à la mine Casa-Berardi, Mine Richemont à la mine Island Gold, I Am Gold au projet Westwood, à Nico Eagle Service Technique, Gold Corp au projet Léonard, et Génivore et Innovexplo. Ronald. Testing. Bon. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? OK. Merci, M. Cloutier, pour l'introduction. Il y a quand même plusieurs visages là, que je ne reconnais pas, fait que gênez-vous pas. Si vous avez des questions durant le cours de la présentation, ça va me faire plaisir. Vous allez constater que ma job, c'est pas de faire des présentations, c'est beaucoup plus là, de m'occuper là, de certaines opérations minières. Je vais quand même essayer de faire ça où ce que c'est assez vulgarisé pour les gens là, qui sont un petit peu moins familiers avec le monde des mines, qui comprennent bien là, c'est quoi qu'on fait. C'est quoi que ça fait un surintendant? Bon, M. Cloutier, il a énuméré plusieurs endroits où j'ai travaillé. Là. Fait que oui, j'ai quand même une certaine expérience à différentes opérations. Qu'est-ce que ça fait un surintendant général des opérations? C'est en réalité, à la mine Casa-Berardi, les départements de sous-terre, la fosse, département mécanique, département électrique, département de l'usine et des achats relèvent de moi. Fait qu'on a des surintendants dans tous ces départements-là, puis ils relèvent de moi. Fait que c'est ça que je fais en réalité. Je règle plus de problèmes que d'autres choses, mais ça fait partie là, de notre quotidien. Alors, je vais vous présenter un petit peu là, comment que, au niveau d'Éclat. Fait que Éclat Mining, c'est quoi? C'est une compagnie américaine qui est basée en Idaho. On a des opérations, une au Québec, Casa-Berardi. On a une en Alaska, Greens Creek, qui est un peu notre vache à lait. Là. C'est comme une des opérations, là, probablement une de nos meilleures opérations qu'on a. Ensuite, on a une mine au Mexique qui s'appelle San Sebastian. On a acquis des mines au Nevada dernièrement. Et puis, on a aussi une mine en Idaho qui s'appelle Lucky Friday. Plus de 1700 employés à travers les Amériques. C'est une compagnie minière qui existe depuis 128 ans. Fait que je pense que c'est la plus ancienne aux États-Unis. Fait que il y a ça, fondée en 1891. Fait que les 4 métaux principaux, c'est l'argent, l'or, le plomb et le zinc. Au niveau de Casa-Berardi, c'est une exploitation où ce qu'on est souterraine et à ciel ouvert depuis 2016. Et puis on a fait notre dernier plan long terme, si on veut, là, on s'enligne jusqu'en 2034. Ça, c'est un changement là, qui a eu lieu là, cette année, là, en 2019. On a augmenté nos ressources, puis en augmentant nos ressources, on a fait un rapport NI 4301, et puis ça a fait en sorte qu'on a rajouté des fosses au niveau de notre opération, puis ça nous a amené là, de passer de 2029 jusqu'en 2034. L'année passée, on a produit 162 011 d'or, et puis on a des réserves prouvées probables pour 1,9 million d'onces.
On est situé, Casa Berardi, c'est situé environ à 92 km au nord de la Sarre. Fait que c'est là qu'on est. Nos travailleurs sont voyagés par autobus avec l'équipe là, de M. Bégin. Fait que, il y a une partie de son équipe qui est ici. Là. Je suis content de vous voir. Là. Fait que, puis c'est depuis le redémarrage des opérations, hein, dans le coin de 2005, là, qu'on utilise le transport avec l'équipe de Bégin. Puis ça va très bien. Ça fait en sorte là, d'enlever beaucoup de véhicules sur la route. Hein. Vous allez voir tantôt, je vais vous le présenter. On est environ 1000 employés là, à cette localisation-là. Et puis, on ne voulait pas que les 1000 se promènent en char là, sur cette route-là. Fait qu'on a établi des systèmes d'autobus. Et puis, ça va bien. Nos gars sont en sécurité. Centraide, 23 000 $. Là, je pointe Centraide là, parce qu'on a une petite anecdote là, par rapport à Centraide au dernier tournoi de golf. Là. Ça a l'air que je me suis énervé un petit peu trop, là, mais on a quand même, il y en a plusieurs qui étaient là. On a acheté une toile de Mme Louise No pour encourager justement Centraide. Et puis, on a payé ça, quoi, 8 200 $. Fait que l'encan, elle a... Madame No, le tableau qu'elle avait vendu le plus cher, je pense que c'était 5 000 $ dans un encan. Puis là, on a monté jusqu'à 8 200 $. Je voulais vraiment l'avoir. Puis je regardais justement Véronique à chaque fois que l'enchère montait. Et puis, je n'ai pas lâché le morceau. Il y a une anecdote qu'il y a un des directeurs de mine l'autre année d'avant, à cet encan-là, il a fait de quoi, puis il a perdu sa job. Fait qu'il y a une couple de gars ici qui m'ont dit je ne sais pas si tu vas avoir une job encore tantôt. Mais je pense que ma punition, ça a été que je ne peux pas l'avoir dans mon bureau. Fait qu'elle est au bureau de Val-d'Or. Mais je l'aime bien. Peut-être qu'un jour, elle va aller dans mon bureau. À suivre. Fait que non, on est impliqué beaucoup là, à travers l'ensemble de pas mal de la communauté. L'année passée ou 2 ans, on a créé un comité de liaison. Et puis, dans ce comité de liaison-là, il y a plusieurs personnes qui font partie de ce comité-là. C'est justement pour être capable de communiquer là, avec les gens de l'externe, puis des parties prenantes au niveau de ce qui se passe à la mine. On a établi aussi une procédure de gestion de signalement. Ça fait que supposons que quelqu'un il dirait « Hey, Casa, vous faites quelque chose de pas correct. » Bon, ben, il y a un moyen de communiquer avec nous autres pour nous signaler qu'est-ce qui se passe en réalité. Politique d'achat local. C'est sûr qu'on favorise tout le temps l'achat local, autant que possible. Et puis, je pense qu'on est pas mal dedans aussi à ce niveau-là. Création de partenariats. Bon, ben, au niveau là, de qu'est-ce qu'on encourage, Fondation de l'UQAT, je pense qu'on donne une pièce pour chaque once d'or qu'on produit. Hein? Puis on met ça dans un compte en fiducie, je crois. Puis ça l'aide à financer là, des bourses à l'UQAT. Fondation du Cégep, on est impliqué aussi. Fondation Dr. Jacques Paradis pour l'hôpital dans le coin de l'Abitibi-Ouest. Les réseaux des sports. Ça fait qu'on est impliqué, là, je ne sais pas si on voit le chiffre ou quoi, quelque part, là, mais c'est assez volumineux, qu'est-ce qu'on donne là, au niveau là, des communautés. Vite fait, tantôt j'ai dit 1000 employés, fait qu'il y en a 620 qui travaillent directement pour Éclat Québec. La majorité viennent de l'Abitibi-Ouest, ils habitent en Abitibi-Ouest. Et puis, il y en a aussi 7% qui sont dans le nord du Québec, les petits villages là, en haut du 49e parallèle, là, Villebois, Ville-Paradis, Beaucanton. Là, on est des bons employeurs là. 390 personnes qui sont sur le site en tant qu'entrepreneurs. Bon, c'est qui ces 390 personnes-là? Principalement, on a la mine exploitée à ciel ouvert. C'est exploité avec l'équipe de Norascon. David est ici avec Denis. Je suis content qu'il soit là aussi. Fait que ça, c'est un de nos en tant que quantité de personnes comme contracteurs, c'est un de nos gros. Puis je pense que c'est notre plus gros, la mine. Ensuite, on a le forage au diamant, qui est aussi, on a des contracteurs aussi là, avec Orbite Garant.
Et puis, toutes nos montées verticales sont faites aussi par un contracteur là, qui s'appelle ProMine. Fait que c'est sûr qu'il y a comme des plus petits contracteurs, comme Garda au niveau de la santé et sécurité. Mais c'est principalement ça. L'opération souterraine, à part des montées verticales, est opérée entièrement par les gens d'Éclat. Fait que ça, c'est des changements qu'on a faits dans la dernière année. 61 millions de masse salariale, 173 millions d'achats et biens-services, 480 fournisseurs avec qui qu'on travaille, 6,7 millions de redevances au niveau des gouvernements. Bon, ça c'est ma slide favorite. Je pourrais vous en parler pendant 2 heures de temps. Fait qu'un peu comme que j'ai dit tantôt, au niveau du rapport du NI 4301, ça a été publié à fin avril suite à la divulgation de nos réserves et de nos ressources. En haut, c'est une vue de haut de la mine. Et puis, en bas, qu'est-ce qu'on voit là? C'est une vue longitudinale de la mine. Dans la vue longitudinale, qu'est-ce qu'on voit? Le monde en arrière ne doit pas voir grand-chose, hein, mais je vais l'expliquer pareil. Qu'est-ce qu'on voit en vert, c'est qu'est-ce qu'on a exploité. Qu'est-ce qu'on voit en rouge, c'est nos réserves prouvées probables. Fait que tout ce que vous voyez en rouge, qu'est-ce que j'ai dit tantôt à propos du 1,9 million d'onces, c'est le rouge. Au niveau du orange et du jaune, bon, ben ça, c'est nos ressources mesurées, indiquées et présumées. Ça fait que le 1,9 million de tonnes, 1,9 million d'onces qui nous amène jusqu'en 2034, c'est le rouge. Fait que vous pouvez constater, il y en a plus que ça. Où est-ce que ça va nous mener? Je ne sais pas. Ça fait que probablement qu'il y en a une bonne partie de nous autres là, qui ne verra pas le bout de ça. Si on regarde au niveau des fosses, je vais y aller dans l'ordre de séquence. Ici, c'est la fosse là, de EMCP qu'on appelle. C'est celle-là qui est en exploitation en ce moment. Et puis, cette fosse-là, on l'a décollée en 2016. Il nous en reste encore 1 an. On finit ça à la fin 2020. Et puis, ensuite, on a commencé à décaper une extension de la fosse EMCP, qu'on appelle l'extension de la EMCP. Par la suite, probablement que l'ordre de séquence là, va être la fosse 160, qui est du côté de l'ouest aussi. Qu'est-ce qu'on voit ici là, en rouge. Et puis par la suite, probablement qu'on va aller avec la principale et puis qu'est-ce qu'on appelle le West Mine Crown Pillar ici. Et puis on va finaliser là, avec la 134. Ça nous amène là, jusqu'en 2034. Là. Il peut y avoir des changements d'ici là, hein, je veux juste vous dire que. Mais c'est comme ça qu'on essaie de bâtir là, la séquence. Au niveau des mines souterraines, on exploite en ce moment qu'est-ce qu'on appelle la mine ouest, qui est ce secteur-là ici. Qu'est-ce que vous voyez en rouge? C'est principalement dans ces endroits-là qu'on est. Depuis 2 ans, on s'est mis à réhabiliter la rampe puis les accès de qu'est-ce qu'on appelle la mine S. Et puis, cette mine-là n'est pas en exploitation en ce moment, mais on s'enligne pour l'exploiter à partir de février 2020. Fait qu'on s'enligne pour décoller là, une 2e mine souterraine. Fait que normalement, l'année prochaine, on va opérer 2 mines souterraines et puis une mine à ciel ouvert, mais on est sur les startups de 2 autres mines à ciel ouvert. La 160, en 2020, on devrait décoller l'exploitation de cette fosse-là aussi. Ça fait qu'il y a beaucoup d'actions. Le terrain de jeu que vous voyez ici, là, de tout ce que je viens d'énumérer, là, ça a environ 5 km de long. Puis c'est le long de la faille Casa Berardi qu'on appelle. Ce 5 km-là, si vous regardez l'encadré en blanc, c'est le point noir, c'est le rectangle noir que vous voyez. Nous autres, on possède, avec le Québec, 37 km le long de la faille Casa Berardi. Fait que c'est probablement un des plus beaux camps pour essayer de trouver là, des zones minéralisées et de l'or.
Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, là, ça ne me dérange pas non plus, là, hein, si vous voulez m'interrompre. Là. Fait qu'en résumé, c'est ça. Nos statistiques de santé et sécurité, depuis 2014, on est en constante amélioration. On avait des statistiques de 10,7 sur une fréquence au chat en 2014. En 2019, notre objectif est 2,9 qu'on s'était donné, mais on est plus bas que notre objectif. On est rendu dans le coin de 2,4. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, ça, ce chiffre-là? Oui? Allez-y donc, monsieur le maire. Oui, OK, c'est bon, je vais l'expliquer. Non, mais même avec les travailleurs, là, souvent, là, quand nous autres, on a tout le temps des meetings le mercredi puis le jeudi avec l'ensemble de nos travailleurs, on fait des petits meetings au niveau de la santé et sécurité. Puis de temps en temps, je leur pose la question, parce que je veux que les gens ils comprennent un petit peu, là, c'est quoi ce chiffre-là. En réalité, ce chiffre-là, si je le résume un peu, c'est sur 100 travailleurs, combien qui ont rencontré soit un médecin, soit qu'ils ont été en travaux légers, ou soit qu'ils ont été en cas de CNESST. Fait que c'est sur 100 travailleurs, c'est le nombre. Fait que sur 100 travailleurs, en 2014, il y en avait 10,7 à la mine qui devaient rencontrer soit un médecin parce qu'il s'était blessé, ou soit qui tombait en travaux légers, ou bien soit qui tombait en cas d'invalidité au niveau de la CSST. Cette année, on est rendu à 2,4 au niveau de 2019. La moyenne des mines, je pense qu'on c'est un petit peu plus élevé que ça, hein, Marc-André. Je pense qu'on c'est plus dans... On a un petit peu de misère pour regarder la moyenne des mines en ce moment au Québec parce qu'on a changé de plateforme. Et puis, on est rendu sur une nouvelle plateforme pour se comparer, puis c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que l'année passée, c'était dans le coin là, de 4. Là. Fait que c'est à peu près dans ce ordre de grandeur-là. Entre 4 et 3, je vais dire, la moyenne des mines. 2,4, moi, je trouve que c'est encore élevé. Fait qu'on continue à travailler là, à ce niveau-là. Et puis, c'est ça. On continue à travailler aussi à ce niveau-là. Non, mais c'est parce qu'on a notre directeur corporatif qui est venu, il y a 2 semaines, nous présenter une nouvelle approche. Puis, il aimerait ça qu'on commence à intégrer ça aussi. Puis, dans sa nouvelle approche, ce qu'il disait, c'est que souvent, les gens, ils sont sur le pilote automatique. Ça fait que quand tu es sur le pilote automatique, peu importe c'est quoi l'action, c'est une action que tu fais souvent, tu es sur le pilote automatique, puis tu penses plus tant que ça à ce que tu fais. Puis là, oups, il arrive de quoi, puis il t'arrive un accident. Ça fait que c'est d'essayer de sortir de temps en temps du pilote automatique, puis de se poser la question, « Wow, c'est quoi que je fais là? Tu sais, là, c'est-tu correct? » Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer là, de commencer à travailler là, aussi de plus en plus avec nos jeunes. Innovation. Depuis quelques années, je pense qu'on a commencé en 2014 au niveau là, de... Tu sais, on essaie tout le temps là, de s'améliorer. Mais en 2014... Oui, salut? Oui, vas-y. Oui. Oui, d'ailleurs, oui, les contracteurs font partie de ce calcul-là. Et puis, malheureusement, le 2,4 est presque entièrement attribué aux contracteurs en ce moment. Ça n'a pas été comme ça dans toutes les années. Il y a des années où c'est le contraire. Les contracteurs nous ont aidés par rapport à ça. Mais cette année, là, oui. Oui, bien, j'en parle un petit peu plus tard, là, au niveau là, des trucks automatiques qu'on a implantés. Puis, je vais avoir l'occasion de vous en parler un petit peu plus tantôt. Y a-t-il d'autres questions? Je continue. Vous m'entendez respirer, hein, je pense. Mais, on va essayer d'ajuster ça un peu. Oui, je suis vivant. Pas tout le temps par hasard. OK. Innovation. En 2014, à la mine Casa-Berardi, au puits ouest, on a 3 stations de chargement.
où ce qu'on hisse là, le minerai et le stérile à la surface. Ces 3 stations de chargement-là, on les a automatisées dans les années 2000, dans le coin des années 2014-2015. Ça nous a permis de continuer à hisser pendant que, entre les corps de travail où ce que le gaz se fait évacuer à cause là, des dynamitages, puis les explosifs, le gaz des explosifs qu'on veut sortir. Fait qu'on a été capable d'améliorer notre productivité au niveau du hissage en incorporant puis en automatisant nos 3 stations de chargement. Les stations de chargement sont alimentés par des marteaux. Ça fait que nos marteaux, on les automatisés aussi, qui était la prochaine étape, là, si on veut. Puis qu'est-ce qu'on a fait, c'est que ces marteaux-là sont automatisés aussi à partir de la surface. Fait que là, les stations de chargement qui sont alimentées par des réseaux là, de cheminées à minerais puis de cheminées à stériles, et on est capable, là, avec ce qui est d'emmagasiné dans nos cheminées, on est capable d'alimenter nos marteaux qui sont automatisés à partir de la surface, puis nos marteaux, ils alimentent nos stations de chargement. Fait que là, on est capable de tout faire ça entre les corps de travail. Ensuite, on a incorporé, je vais dire, il y a 2 ans, la télémétrie sur nos équipements de haulage. Qu'est-ce qu'on appelle les équipements de haulage du terre? Fait que tous nos trucks et tous nos scoops, on a incorporé la télémétrie là-dedans. C'est quoi la télémétrie? En réalité, on va chercher l'information des composantes de l'équipement. Fait que ça, on utilise ça pour s'assurer que les opérateurs utilisent les équipements de façon adéquate. Ils respectent les limites de vitesse, qu'ils font leur test break, qui utilisent là, les bons changements de vitesse et puis qui traitent les équipements comme il faut. Il y a 103 composantes qui sont analysées sur chacun de ces équipements-là, avec la télémétrie qu'on a installée. Je vais en parler aussi un petit peu plus tard tantôt. Forage de production automatisé, on a un équipement de forage long trou sous terre qui est capable de driller un trou par lui-même. Ça fait que ça, on l'utilise là, surtout là, au niveau des fins de corps, où ce que là, on est capable d'enligner le dernier trou, puis qu'il est capable de driller le dernier trou entre les corps de travail pendant que l'opérateur est parti. Forage au jumbo S2C. Notre développement est partiellement fait avec des jumbo, des pirogues. Hein? C'est plus Atlas Copco. Fait que, et puis, les deux derniers jumbo qu'on a achetés, en réalité, là, ils seraient capables de driller la ronde de développement pratiquement par eux autres mêmes. On laisse tout le temps quand même un opérateur parce que tout ce qui s'appelle forage en périphérie et puis les forages en tour, on veut s'assurer que l'opérateur est là justement pour pas que le boom accroche les murs puis qu'on brise la machine. Fait que ça, c'est de quoi qu'on travaille de plus en plus pour améliorer notre dilution de développement. Là, je rentre un peu dans des termes techniques, là, mais ceux-là qui vont comprendre qu'est-ce que je vais dire là, ils vont le comprendre. On a passé en réalité là, de 10 d'overbreak au niveau là, du développement de 15 à 10 %. Fait que ça nous permet d'avoir moins de stériles sous terre, moins de transport, des plus belles galeries, moins de danger au niveau des boulonneurs quand ils sont en train de boulonner. Fait que il y a une partie d'un développement qui est faite avec ces jumbos-là, puis on est très satisfait de ça. Camion autonome, j'en parle un petit peu plus tard tantôt, là, puis j'en parle pas mal. Fait que on est la 3e mine au monde à avoir cette technologie-là. Et puis, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Pourquoi qu'on est les 3e au monde? C'est que si tu veux implanter cette technologie-là, il faut que tu y penses d'avance au niveau de tes infrastructures. Ça fait que si une mine est déjà, les développements sont déjà tous faits, puis l'infrastructure n'est pas vraiment faite en conséquence, ça va être plus compliqué d'essayer d'implanter cette technologie-là. Mais je vais l'expliquer tantôt un petit peu plus en détail. Puis, modernisation de l'usine, je vais en parler aussi tantôt, puis ça nous a causé pas mal de maux de tête en 2019. Fait que, au niveau de la télémétrie, comme je disais tantôt, c'est nos équipements d'haulage qu'on utilise ça. 14 chargeuses navettes, 13 camions,
Entre autres, on a la surveillance de la pression des pneus. Tout ce qui est analysé, ça sort sur des graphiques. Et puis, ces graphiques-là, c'est fait, le fournisseur qu'on a utilisé pour la télémétrie s'appelle NewTrax. Et puis, on a utilisé aussi d'autres plateformes pour essayer d'analyser mieux ces données-là. Fait que NewTrax nous ont donné accès à leur, là, je vais dire leur serveur, là, où ils ont leurs données. Et puis, avec Power BI, on a été capable de créer puis générer des rapports beaucoup plus vite, être capable d'avoir l'information plus rapidement. Et puis, qu'est-ce qu'on fait finalement avec cette information-là? Quand on a installé les trucks automatisés sous terre, bon, ben ça, c'est contrôlé à partir d'une salle de contrôle à surface par des opérateurs. On les appelle les opérateurs de la salle de contrôle. Bien, ces gars-là, en plus d'être opérateurs de la salle de contrôle des trucks automatisés, on s'est dit, on va prendre ces gars-là pour analyser la télémétrie. Ça fait que c'est ces gens-là qui font l'analyse de la télémétrie aussi. Fait qu'on a regroupé un petit peu là, deux facettes là, pour ces gens-là. Souvent, tantôt, quand Sylvain énumérait la quantité de places que j'ai faites, ben, j'ai fait quand même plusieurs endroits, puis j'ai vu plusieurs innovations qui ont été installées à différents endroits. La plupart des gens qui installent la télémétrie à un endroit ne vont pas associer quelqu'un à faire l'analyse. Ça fait que ça, c'est une problématique. Là. Il y a quelque chose là, qu'on installe et qu'on ne le regarde pas tant que ça. C'est un peu là, quelque chose qu'on ne fait pas correct au niveau de l'industrie minière à certains endroits. Fait que ça nous a permis d'augmenter la disponibilité de nos équipements. Parce qu'il y a le côté santé-sécurité, il y a le côté opération, mais il y a le côté aussi, quand je disais qu'il y avait 103 données qui sortent de là, c'est l'huile à moteur, les transmissions, les pneus, il y a plein d'informations qui sortent là-dessus, puis on est capable de prévenir les bris majeurs sur les équipements quand on a l'alerte. Fait que ça nous a permis de réduire nos coûts d'entretien sur nos trucks, mais surtout sur les scoops. Parce que les scoops, c'est opéré par les hommes, puis les gars, ils veulent produire. Ça fait que quand ils chiffrent là, de reculons à avant, il n'y a pas un arrêt bien long. Ça fait que ça cause des problèmes au niveau là, des torques et les transmissions. Fait qu'on a été capable de réduire nos coûts. Je fais une autre présentation à Québec Mine dans quelques semaines, puis je la fais surtout sur les trucks automatisés puis la télémétrie. Fait que là, je ne veux pas voler toutes les punches, là, mais ça nous a permis là, de réduire nos coûts de production. Nos coûts d'entretien. Fait que ça, c'est un exemple là, des données qui sont sorties par NewTrax. Ces données-là, ce graphique-là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit ton équipement, quand est-ce qu'il a fonctionné. Fait qu'en rouge, il n'a pas fonctionné. En vert, il a fonctionné, puis en jaune, il était comme en stand-by. Fait que ça, c'est comment que NewTrax interprète ces données-là. Et puis, ici, au niveau de Power BI, ça, c'est la nouvelle plateforme là aussi là, qu'on a établie pour être capable de voir les données. En passant, le gars qui a fait ça, il travaillait comme mineur. Okay? C'est un ingénieur minier qu'on a mis là, sur un programme d'apprendre là, c'est quoi le rôle de mineur. Fait que pendant 1 an de temps, lui, il travaille comme mineur. Puis à un moment donné, pendant le temps des fêtes, il jase avec du monde, puis il dit « Hein? » Puis là, le monde, il dit « Hey, c'est slow, NewTrax. » Il dit « Je peux peut-être faire de quoi? » Fait que là, il va voir son boss, puis il dit « Donne-moi 1 semaine. » Puis lui, c'est le fils d'un programmeur, puis c'est un petit wise. Fait qu'en 1 semaine, il a monté tous les tableaux là, de Power BI. Et ça, c'est un mineur qu'on est en train de former pour devenir superviseur. Fait que, juste pour vous donner, des fois, là, on se retrouve là, avec des gens qui travaillent pour nous autres, puis que, wow, c'est des petites vedettes, là, des fois, sur certaines choses. Puis là, je regarde, regardez, puis je te dirai pas le nom de ce gars-là. OK, on continue. Fait que c'est un peu ce que je disais au niveau de la télémétrie. Quand on prévient les accidents sous terre, bon,
Un monsieur qui me posait la question par rapport à ça. Ça fait que, tu sais, là, la limite de vitesse là, sur tous nos équipements est à 20 km/h. Fait que supposons que quelqu'un roulerait plus qu'à 20 km/h, bien, il y a une alarme qui est sonnée, l'opérateur, il voit l'alarme, et puis ensuite, c'est discuté avec son superviseur, puis après ça, le superviseur discute avec le travailleur. C'est sûr que quand on a fait l'implantation de ça, il y a 2 ans, on ne voulait pas que ça passe rien que pour une boîte noire, là, puis qu'on voulait vraiment que les gens comprennent, écoute, on installe ça parce qu'on veut s'améliorer. Si on est capable de sauver des coûts puis d'améliorer la disponibilité de nos équipements, baisser nos coûts au niveau de la maintenance, c'est juste un bienfait. Et puis en plus, comme ça aide au niveau de la santé et sécurité, s'il y a des gens là, qui travaillent là, puis qui ne respectent pas nos règles, bien, c'est pas ça qu'on veut. Les camions automatisés. On va prendre une petite gorgée. Tantôt, je disais qu'on était, on était la 3e mine au monde à faire cette implantation-là. Quand on a regardé pour faire l'implantation, là, je vois, c'est un peu technique, là, mais toute cette zone minéralisée-là, c'est acheminé par un système d'hors-pass et de waste-pass sur une galerie. Cette galerie-là, on va l'appeler la galerie automatisée. Initialement, dans les méthodes conventionnelles, c'est d'installer un trolley ou des locaux avec une traque et puis remplir là, les wagons et puis les amener dans des chutes près du shaft, près du puits pour être capable de hisser ça à la surface. On a fait l'étude avec un contracteur là-dessus, puis le chiffre que ça a donné, c'était pas mal gros, assez volumineux. Fait que là, on s'est dit, c'est bon, on va repenser à d'autres choses. On savait que la technologie des trucks automatisés existait, et puis c'était éprouvé. On est allé faire une visite, une mine de barriques à Marathon, Emlo, et puis eux autres, ils ont implanté ce système-là en 2008. Fait que là, on est allé voir ça, les gars, ils connaissent ça, puis ils ont implanté ça. C'était avec le manufacturier Sandvik. Dwayne est ici? Yes. Fait que Dwayne est un des représentants de Sandvik. Fait qu'on est allé voir ça, puis on a étudié comment ça fonctionnait. Puis on s'est dit, OK, c'est bon, on va y aller avec... on a monté des business cases, et puis on a vendu ça aussi à nos patrons. Et puis, on est allé de l'avant avec ça. Fait qu'on est rendu avec 2 trucks automatisés. La beauté de ces trucks-là, ça, c'est le circuit au complet. Fait que la galerie automatisée, c'est vraiment cette galerie-là jusqu'ici. On a des barrières d'accès ici. On a des barrières d'accès ici. Le restant, c'est barricadé de façon permanente. Quand les trucks automatisés fonctionnent, on ne veut pas qu'il y ait personne dans ces galeries-là. On a 4 réseaux d'hors-pass et de waste-pass. On a un ici, un là, là, là. Chute 1, chute 2, chute 3, chute 4. Et puis, qu'est-ce qui est alimenté par les trucks dans ces 4 chutes-là? C'est amené jusqu'à 2 endroits. Il y en a un que c'est une cône plug qu'on a installée, puis l'autre, c'est un marteau. Et puis ça l'alimente un marteau et puis le loading le plus creux là, qu'on a. Ça nous permet, les trucks automatisés, d'être capables de transporter le matériel entre les corps de travail, mais ça nous permet aussi de le faire durant les corps en continu. Fait que nos trucks, c'est eux autres qui alimentent là, notre système là, de hissage le plus profond. Et puis, on a bâti tout notre système d'hors-pass et de waste-pass pour être capable d'alimenter le plus possible cette galerie-là. Où est-ce que Sandvik, là, je vais parler pour Sandvik, Dwayne, là, tu vas être content. Où est-ce que Sandvik se démarque des autres manufacturiers? C'est que tu es capable d'avoir plus qu'un véhicule dans la même galerie qui se détecte et puis qui laisse passer l'un et l'autre de façon automatique. Ça, c'est les seuls qui sont... Vous êtes encore les seuls, hein, Dwayne, je pense. Hein, oui? OK, c'est bon. Fait que c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi on est allé aussi avec cette équipe-là, parce qu'on voulait qu'à un moment donné, on allait avoir un certain tonnage, puis le tonnage allait être trop élevé pour que juste un truck puisse le faire. Et puis, on voulait être capable d'implanter un deuxième truck pour que les 2 trucks puissent le faire. Et puis,
ils se détectent, ils savent où ils sont, ils rentrent dans une remorque, l'autre il passe, puis il va domper, puis il revient. La seule opération que, à part de dire, OK, va dans telle chute, puis va domper à tel endroit, que l'opérateur fait, il load, il charge le truck. Fait que l'opérateur de la salle de contrôle à la surface, cette opération-là, on lui a laissé manuel pareil. Pourquoi qu'on a fait ça? C'est que quand on fait le chargement du truck, le minerai qui descend là, des chutes, il n'est pas tout le temps constant. Des fois, ça va plus vite, des fois, ça va moins vite. Fait qu'on ne voulait pas créer des débordements sur nos trucks. Parce qu'en créant un débordement, là, il faut que tu ailles le nettoyer, le débordement. Puis si tu vas nettoyer le débordement, là, il faut que tu arrêtes la zone automatisée. Parce que là, il faut que tu rentres un gars avec un scoop avec une chargeuse navette pour aller nettoyer. Fait que c'est la raison pour laquelle qu'on l'a fait. On a laissé cette opération-là manuelle. Et puis, d'ailleurs, l'équipe de Barrick, c'est ça qu'ils nous avait recommandé aussi. Puis Barrick, ils ont installé différentes chutes aussi. Et puis, ils nous ont recommandé d'aller vraiment avec des chutes à l'air parce que les chutes hydrauliques, au niveau là, de la vitesse, là, c'était trop slow. Fait que les chutes à l'air, c'est plus rapide au niveau là, des commandes. Fait qu'on est capable de mieux contrôler là, le matériel quand il se fait remplir dans les camions. C'est des camions diesel. À chaque début de corps, on s'en va les inspecter, on les remplit là, de diesel. Là, je ne suis pas un expert là-dedans. C'est des tiers. On met de l'urée aussi hein, là-dedans? Oui. C'est des tiers 4. Fait que je pense que c'est quand même la meilleure catégorie de moteur là, qu'on pouvait mettre à ce niveau-là. C'est ça. Si vous avez des questions, là, moi, allez-y, là, parce qu'on est dans les troisièmes au monde. Là. Fait que, mais il y a plusieurs opérations qui sont venues nous voir, là, comme toutes les opérations là, du Québec sont venues nous voir, puis on a beaucoup de demandes de visiteurs pour venir voir aussi. D'ailleurs, on en refuse. Hein. Fait que, pas qu'on est méchant, là, mais on essaie de pas plus qu'un par semaine. Là, quand il y en a 2 par semaine, là, c'est ça. Fait que ça, c'est au niveau là, de pas mal qu'est-ce qu'on a fait au niveau des innovations dernièrement. L'usine. Fait que l'usine, on a monté un petit historique pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait là. D'ailleurs, le surintendant de l'usine, il va faire une présentation aussi à Québec Mine. Pour 2 raisons. C'est qu'il y a eu une belle progression au niveau de cette usine-là. Et puis, mais là, on est rendu pas mal au top. Fait qu'en 88, quand que la mine a été bâtie, l'usine était conçue pour 1,2 million de tonnes. Fait qu'on start, dites-vous que c'est 1200 tonnes par jour. Bon, merci Danny. Corrige-moi si je dis une niaiserie. Fait que c'est ça. Initialement, l'usine était bâtie pour passer 1200 tonnes par jour, en 88. En 90, il y a eu, en 88, c'était l'ouverture de la mine S, celle-là qui est fermée en ce moment, puis qu'on va réouvrir l'année prochaine. Et puis en 90, ça a été l'ouverture de la mine Ouest. Quand que je parle des mines, là, c'est surtout là, au niveau du sous-terre dans ce temps-là. En 97, dû à un manque de réserves et de ressources, TVX ont fermé la mine. Et puis, suite à une découverte là, de la zone 113, en 2004-2006, on a fait une étude de faisabilité et de construction, puis on a redécollé la mine. J'ai travaillé là dans ce temps-là. Mais après ça, je suis allé travailler ailleurs, mais je suis revenu il y a 4 ans et demi. Fait que c'est ça. Fait que durant ce temps-là, quand on a décollé la mine, on a fait un reconditionnement de l'usine au complet, puis on a ajouté un circuit là, de gravimétrie. début 2007, on recommence la production. 2013, l'acquisition par Éclat Mining. 2016, changement majeur. On décolle une fosse à ciel ouvert. Ça veut dire qu'on est capable de n'amener pas mal plus à l'usine. Dans ce temps-là, on a parti d'1,2 1200 tonnes par jour, puis on s'est rendu environ à pas loin de 2008 en 2016, avant qu'on décolle la fosse. Fait que
toute cette progression-là, ça s'est fait là, en changeant, en faisant des petits changements au fur et à mesure. 2017, 3551 tonnes par jour traitées. 2018, 3769. 2019, notre objectif, 4000 tonnes par jour. « 4000 tonnes? » Oui, oui. Oui, je sais. Je suis allé à Cœur-d'Haleine il y a 2 semaines pour aller expliquer nos résultats aussi. Fait que non. Écoute, c'est pas compliqué. On a atteint pas mal là, la limite là, de l'usine. On a fait venir plusieurs consultants cette année aussi pour vérifier ça. Fait que là, il y a des journées où on est capable d'atteindre, là, je pense qu'on l'a plus loin, le chiffre record qu'on a fait au mois d'octobre. Là. Mais si on fait du pre-coaching, du pré-concassage, on est capable d'augmenter la cadence. En ce moment, l'usine est alimentée environ la moitié par les tonnes souterraines, puis la moitié par les tonnes de la fosse. Fait que quand on a ce mix-là, moitié-moitié, je te dirais qu'en moyenne, c'est à peu près 3800 là, notre tonnage qu'on est capable de faire. Si on fait du pré-concassage, on est capable de grimper ça. Le vrai chiffre, je pense, c'est... Je vais vous le montrer tantôt, qu'on a atteint notre record. Fait que ça l'explique un petit peu, là. Ça, c'est par mois. Fait que dans les années 2012-2013, on était environ à 40 000 tonnes par mois. Fait que on a monté ça tranquillement, pas vite. Qu'est-ce qui se passe en 2016? Oups, ici, là, entre le plateau qu'il y a là, puis cette augmentation-là, ça, c'est la fosse. La fosse vient d'embarquer. Avant, le tonnage n'était pas disponible. C'est pour ça qu'il se maintenait là, dans le coin là, de, je vais dire, en moyenne à peu près à 70 000 tonnes par jour. C'est parce que le tonnage n'était pas disponible, ça venait du sous-terre, puis c'était la capacité du sous-terre. La fosse embarque, oups, on est capable on a plus d'alimentation, on est capable d'usiner plus. Fait que c'est ça qu'on voit là, ici, là, quand ça monte. Fait que là, on a continué à progresser parce que là, on cherchait tout le temps les bottlenecks de l'usine. Puis, oups, c'est un bottleneck là, OK, on va changer la pompe. Fait qu'en augmentant ça, on était capable là, de se maintenir. Là, on est à peu près à 110 000 tonnes, là, je te dirais, là, sans trop de pré-crushing. Là, nos bons mois, on est capable d'atteindre ça. Avec le pré-crushing, bon, ben, on veut être capable d'encore là, d'augmenter le tonnage. Oui. Oui, bien, on est plus dilué. La teneur, là, j'y vais à peu près, là, puis je ne veux pas que personne me crucifie là-dessus, mais en moyenne, qu'est-ce qui sort de la fosse, c'est environ 2 grammes. Puis, qu'est-ce qui sort du sous-terre, c'est plus dans le coin de, je vais dire, entre 5 et 6 grammes. Fait que c'est sûr que l'alimentation de la fosse est à une teneur plus faible, mais le coût d'exploitation est plus faible aussi par rapport à notre minerai de sous-terre. Juste pour revenir là-dessus, qu'est-ce qu'on essaie de faire aussi au niveau de notre plan long terme, c'est qu'on essaie d'équilibrer l'alimentation de l'usine à peu près moitié-moitié. Fait que les réserves qu'on a sous terre, il y en a moins long. On a environ pour 4-5 ans, mais au niveau là, de la fosse, on en a pour jusqu'en 2034. Fait que qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est que, bon, ben, on continue tout le temps. Là. Y a-tu des Fortia, mais y a-tu des gens, là, des forages au diamant ici? Oui? OK. Fait que on essaye de continuer à trouver des réserves, des ressources puis des réserves au niveau du sous-terre pour continuer à alimenter à peu près à 50-50. Fait que ça, c'est notre objectif là, tout le temps là, au niveau là, du sous-terre. En 2019, on a travaillé au niveau là, de notre broyeur principal, là, le SAG. On a travaillé au niveau du concasseur. On l'a changé en fin 2018. Et puis, on a fait des ajustements là, en cours de l'année 2019. On a travaillé sur les cyclones aussi là, qui séparent qu'est-ce qui sort là, du SAG. Et puis aussi, là, on a commencé à faire du pré-concassage. 1er octobre, 4 449 tonnes. On l'a-tu atteint? Oui, mais on ne l'atteint pas tout le temps.
Ça fait que principalement, quand on a du préconcassé, on est capable de faire des chiffres de même. Puis la philosophie qu'on utilise en ce moment, le minerai qui vient de sous terre, là, il est à granulométrie beaucoup plus fine. Fait qu'on fait surtout le préconcassé là, avec qu'est-ce qui provient des fosses. Puis nous autres, au niveau de la première fosse qu'on est en train d'exploiter, ben on mine à travers les ouvertures souterraines qui ont été exploitées dans le passé. Fait que des fois, ça rend ça un petit peu plus complexe au niveau de la granulométrie, des dynamitages qu'on fait là, dans le minerai. Le minerai il est annexé juste à côté de ce qui a été exploité là, avant. Projet futur. Ah, OK. J'ai dit tantôt qu'on était en train d'ouvrir la mine S. Là, ça, c'est une partie des résultats qu'on a obtenus dernièrement au niveau de la mine S. Fait que, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit des résultats de... Je ne suis pas ici. Oups. Bon. Je ne suis pas ici pour faire un pitch de vente, là, mais pour les gens qui connaissent ça un petit peu, là, 15 grammes sur 5 mètres, 22 grammes sur 8 mètres, 21 grammes sur 10 mètres. Ça, c'est ce qu'on est en train de frapper en ce moment dans notre nouvelle zone. Et puis, on est bien content. On ne s'en attendait pas tant que ça, là. Fait que finalement, là, c'est quand au niveau de la mine S, fait que on a 3 zones dans ce secteur-là. Il y a la zone 148, il y a la zone 146 et puis il y a la zone 152. Fait que, oui? C'est la vraie longueur. C'est pas la longueur carotte. Bonne question. Fait qu'on voit là, on voit un petit peu là, comment que nos zones sont amanchées. Là, c'est subvertical. C'est une continuité de la mine S en réalité. Fait que quand la mine S a été minée jusqu'à un certain niveau. Le niveau où ça l'a fini, c'est au 5,50. Ces résultats-là qu'on vous présente, c'est en bas du 5,50. En ce moment, les développements, il y a des équipes de développement qui sont au niveau de la mine S. On a complété la réhab. Je regarde Gilbert. Ouais, on a complété la réhab, on est rendu dans le fond. Puis on a décollé la rampe en descendant. Et puis on est en train de faire les entrées de niveau aussi là, de ces différents secteurs-là. Fait que qu'est-ce qu'on voyait au niveau de l'exploration, au niveau de nos ressources? C'était surtout une zone qui était quand même assez étroite, mais qui descendait quand même très profond au niveau de la mine S. Fait que là, on est en train de vraiment de driller les sections latérales, là, S et Ouest, pour voir là, sur qu'est-ce qu'on va avoir là, comme zone minéralisée. Puis on a des très bons résultats, puis on est très, très encouragés avec ça pour l'instant. Fait que pour le sous-terre, qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la CASA? C'est on va réouvrir la mine S, puis notre zone principale, c'est la zone 148. Et puis le potentiel, je vous ai montré une partie des résultats, puis le potentiel, là, c'est encore ouvert S, Ouest, c'est encore ouvert en profondeur. Fait que on est bien encouragé par rapport à ça. Au niveau des fosses, bon, ben, on a l'extension. On voit les travaux de Norascon ici, où on est en train là, d'excaver là, la zone plus molle, là, qui est la zone d'argile qu'on a. Casa Berardi, pour ceux-là qui connaissent les mines, il y a 2 affaires spéciales là-bas. Il y a la zone de graphite qui nous cause des problèmes autant qu'en surface qu'autant que souterrain. Sous terre, on est tellement habitué qu'il ne faut pas tomber sur le pilote automatique. J'ai dit tantôt, hein, fait que ça, c'est le pilote automatique, c'est drivé par notre subconscient. Il ne faut pas tomber là-dessus. Mais on a développé beaucoup d'expertise au niveau de la feuille de graphite en souterrain. Fait qu'on est rendu pas mal bon. Il y a déjà eu beaucoup d'excavations au niveau de la feuille là, qui sont tombées hors contrôle. D'ailleurs, dans les années 94-95, au niveau de la mine S, il y a 2 endroits où ça s'est effrité jusqu'en surface. Et puis, la surface a tombé sous terre. Là. Il y a des épinettes là, qui se sont retrouvées là, dans les galeries. Là. Il n'y a pas eu de blessés, là, mais ça a passé vraiment proche dans ce temps-là. D'ailleurs, ces 2 ouvertures-là qui ont monté jusqu'à la surface, ils faisaient partie de la fosse EMCP qu'on a minée. Et puis,
avec l'équipe de Norascon, hein, quand vous avez commencé, Denis, on a justement là, miné là, ces 2 cratères-là là, qu'on appelle, là, pour justement là, enlever le risque là, par rapport à ça. L'autre caractéristique, j'ai parlé là, de la feuille de graphite là, à Casaberdi, l'autre caractéristique, c'est qu'en surface, on je vais dire beaucoup épais, là, mais en tout cas, on a une grande épaisseur là, d'argile puis de til. Ça fait que ça amène une complexité avant qu'on soit capable d'arriver là, au niveau là, du roc. Et puis, il faut quand même là, faire suivre, comme vous voyez, là, on fait suivre là, nos pentes là, où est-ce qu'on les lisse, là, justement, pour éviter là, d'avoir des troubles d'érosion, des troubles oui. Là, j'ose pas dire 40 mètres, là, mais je pense que je suis pas trop loin de là dans le plus creux qu'on a pogné à date. Mais probablement que ça vire plus là, dans le coin là, de 20 mètres. Là. Mais peut-être là, dans nos pics. Puis là, je dis argile et til. Fait que l'extension de la MCP, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que je viens de vous présenter, là, c'est dans ce coin-ci. Et puis, notre prochain défi, ça va être la fosse 160, qui est située ici, où ce qu'on est en demande de permis là, en ce moment là, pour être capable là, de décoller cette fosse-là. Ça, on aimerait ça commencer à donner les premières pelletées de terre là-dedans en juillet 2020, si tout va bien. L'année prochaine. Fait que pour la 160, c'est quoi le type de fosse? En ce moment, le design qu'on a vu là, c'est 700 mètres par 700 mètres par une profondeur d'environ 220 mètres. Durée de vie de 4 ans. On veut commencer le décapage l'été 2020. La fin prévue environ en 2023. Ça dépend tout le temps aussi. Là, si jamais le sous-terre il continue tout le temps, bon, ben, les fosses, ils s'extensionnent toujours. Début de production en 2021, et puis on va y aller par phase aussi là, pour couper les coûts là, de capitalisation. Une heure, pas pire. 30 slides. Avez-vous des questions? Oui, on va prendre une petite gorgée. La teneur à l'usine? Mm-hmm. OK. Ça, c'est une question assez complexe, mais je vais te répondre en partie. Parce que moi, je ne suis pas un gars d'usine non plus. La teneur, elle varie en ce moment, on joue entre 4 et 5, la teneur d'alimentation, à peu près, parce qu'on mélange les deux. Ça fait en sorte que l'usine, elle va récupérer plus. Son pourcentage de récupération va être augmenté si la teneur est plus élevée. Fait qu'étant donné que la teneur est un peu plus faible, on a baissé au niveau de notre récupération. Ça l'explique entre autres. L'autre explication, c'est que si tu veux récupérer plus, il faut que tu maintiens un certain broyage là, d'une certaine granulométrie. Puis là, je vais dire, si on est capable de broyer 80% passant 200 mèches, bon, ben ça, c'est un peu l'idéal pour l'obtention de la récupération. Avec l'augmentation de tonnage qu'on fait là, puis on n'a pas changé de sac mille, puis on n'a pas changé de bord de mille. On n'est pas capable de broyer à ce niveau-là. Fait que ça, c'est une autre chose qui fait en sorte que notre récupération va être un petit peu plus faible que ce qu'on voudrait obtenir. Bon, mon politicien, tu n'as pas répondu à la question. Ben oui, j'ai répondu. Il est quoi ton pourcentage de récupération? Dans le coin de... On joue entre 84 puis, je vais dire 84 puis 88. Fait que... Mais je t'ai donné l'explication, par exemple. C'est bon. OK? C'est bon? Pour voyager de ta mine Est-Ouest, tu voyages-tu juste par un puits ou tu vas réhabiliter l'autre puits où il est déjà disponible, il est déjà opérationnel? La mine Est, veut dire le minerai sous terre pour le monter en haut? T'avais-tu un puits déjà existant du côté de la mine Est? Oui, il y a un puits qui descend jusqu'à 300 mètres, jusqu'au niveau, qu'est-ce qu'on appelle au niveau de la mine Est, au 280.
Et puis, ce puits-là, il est encore là. Il n'est pas réhabilité. On a fait des petits calculs là, sur le coin d'une table, là, vite fait. Là. Bon, ben, pour être capable pour que ça soit économique, là, de hisser le matériel à partir là, de ce puits-là, il y a une certaine cadence qu'il faudrait obtenir au niveau d'un tonnage journalier. Et puis là, pour l'instant, on ne s'enligne pas pour ce tonnage-là. Mais, comme tu as vu sur la longitudinale, là, supposons qu'on trouve d'autres secteurs puis qu'on est capable d'augmenter le tonnage, fait qu'éventuellement, peut-être que ça serait intéressant de le réhabiliter puis de le réutiliser. On a encore les moteurs, on a encore les chaux. Ouais. C'est bon? D'autres questions? Je suis bien ouvert. Là. Ça peut être, c'est pas obligé d'être des questions très techniques non plus. Là. Eux autres sont techniques, là, mais je suis bien ouvert à toutes sortes de questions. Moi, je suis ici pour justement vous parler là, de la mine. Là, fait que... Félicitations, très belle présentation, très intéressant. Oui. Je suis content de voir que vous allez durer jusqu'en 2034. Oui. Vous avez augmenté beaucoup vos productions, mais je n'ai pas entendu au niveau environnemental, au niveau du BAP et tout ça. Tout est beau, vous n'avez pas de problème? Bien, écoute, nous autres, on n'a pas. Ce qu'on fait, on le fait en respectant là, toute la réglementation. Quand on dit qu'on n'a pas de problème, c'est sûr que en ce moment, on est en train de faire. On est en train d'aller chercher là, beaucoup d'informations techniques pour être capable de bâtir l'information qu'on va avoir besoin au niveau de la demande des permis. Moi, je vais élaborer un petit peu, là, Véronique, puis je n'irai pas trop dans tant de détails que ça, là, mais on amène ça jusqu'en 2034. Fait qu'il y a des fosses qui sont beaucoup plus dans le futur. Hein. Il y a une raison pourquoi ils sont plus dans le futur, c'est parce que tout le délai pour aller chercher l'information technique, monter ça, aller soumettre ça aux différentes sphères du gouvernement, ça peut aller aussi au niveau là, du BAP ou tu sais, comme... ça fait que ça, on l'a inclus là, dans le timeline jusqu'en 2034. Fait que ceux-là qui sont déjà en exploitation, on a déjà les permis. Tous les permis qu'on a besoin, on les demande tout le temps, puis on n'a pas de vraiment... C'est pas qu'on a une problématique avec ça non plus. Fait que nous autres, on veut faire les affaires comme il faut, puis à la date, ça va bien à ce niveau-là. Ben, ça va bien. On fait les affaires comme il faut. Fait que on n'a pas de trouble là-dessus. Là. Ouais. Avez-vous d'autres questions? Oui, vas-y. Je ne sais pas si tu vas être capable de me répondre. Je sors un petit peu de la mine, puis je vais dans l'exploration régionale de la part d'Éclat. On sait que ça a été un joueur important dans le temps d'Horizon, l'équipe d'exploration là, qui était en place. Puis on sait que dans les dernières années, ça a réduit beaucoup là, au niveau régional. As-tu l'information? Es-tu capable de donner une idée, la vision d'Éclat pour le Québec en général dans les prochaines années? Ou je sais qu'il y a de l'exploration qui se fait sa propriété parce qu'il y a un super beau potentiel, tu nous l'as montré, mais au niveau des autres propriétés, là, que ce soit EVA ou d'autres propriétés qui sont dans les mains d'Éclat, est-ce qu'il y a des projets pour le long terme en exploration? Oui, bien, pour ceux-là, je n'ai pas parlé tantôt, mais il y a un de nos projets qui est en exploration, c'est EVA Osco, là, qui est pas loin là, de l'aéroport là, de Rouen. Je ne suis pas impliqué directement sur ce projet-là, mais c'est un projet qui est quand même, c'est des mines à ciel ouvert. Et puis, on est en train de réanalyser aussi là, ce projet-là. Il y a, là, je vais dire 2 millions d'onces, là, mais je ne suis pas sûr à 100%, là, mais il y a vraiment là, une bonne quantité d'onces au niveau là, du projet EVA Osco. Puis, ce n'est pas un projet qui est aux oubliettes pour nous autres. Là. Les autres, je n'ai pas toute l'information, puis je ne peux pas tout te dire bien précisément, là, mais on a encore une équipe d'exploration, elle est un peu plus réduite, mais ils travaillent quand même sur nos projets d'exploration. Le 37 km à Casa, il est à nous autres aussi.
On a une équipe de géologues de production, puis on a une équipe de géologues d'exploration aussi. Juste les taches rouges, on en a jusqu'en 2034. Là, fait que, j'étais dans une discussion corporative dernièrement, puis il y a quelqu'un qui travaille beaucoup au niveau des fosses, puis il aurait aimé ça qu'on drille l'intérieur de la West Mine Crown Pillar, qui est comme notre dernière fosse à venir en 2030. Fait que, là, on a dit, écoute, oui, ça serait intéressant, puis probablement que ça nous amènerait là, des nouvelles réserves puis des ressources. Des nouvelles ressources puis des nouvelles réserves, parce que c'est à l'intérieur de la fosse. Mais là, on s'est dit, on va se concentrer sous terre, là, parce que le sous terre, là, c'est lui qui est plus, qui en a besoin de plus là, pour l'instant. Et j'en ai dit pas mal pareil, hein? Oui. C'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Les gens d'Amos, là, qui ne me voient pas souvent, là, peut-être que, c'est sûr qu'on est loin de vous autres, on est à 200 km de vous autres, là, mais si jamais vous avez des questions, ça me fait plaisir, non? Oui, c'est bon? Bon. Ben, merci. Bon. S'il y en a qui n'ont pas signé la feuille de présence, là, vous pouvez lever la main. On va la faire recirculer dans votre coin. Peut-être que des fois, elle ne se rend pas partout. C'est important si vous voulez recevoir le PDF de la conférence. À l'arrière, sur les tables, il y a des revues qui sont là. C'est gratuit. Vous pouvez les prendre. Je vous encourage fortement. Ça nous en fait moins à ramener. Oh! Ça, c'est-tu des pépites, ça? Oui, c'est du nickel. Les attestations de présence, désolé, je ne les ai pas avec moi à soir. Quand je vais vous envoyer le courriel, je vais vous inviter là, à me faire un retour de courriel pour demander les attestations de présence. Puis si jamais j'ai oublié de vous l'envoyer,